Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct du 7e salon West Industrie à Rennes Parc Expo. Le salon a ouvert ses portes ce mardi matin et il vous accueille jusqu'à jeudi. Il rassemble 250 exposants, sous-traitants industriels, spécialistes de l'équipement industriel ou des services aux entreprises. Venez nombreux et suivez-nous en direct sur le site et bientôt en replay évidemment. Sur ces plateaux télé au cours desquels j'accueille les entreprises du territoire et les acteurs de l'industrie en Bretagne et en Pays de la Loire. Par exemple, Stéphane Lecointe. Bonjour Stéphane. Bonjour. Chargé de mission décarbonation de l'industrie pour les régions Bretagne et Pays de la Loire à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, agence nationale pour laquelle vous êtes également référent industrie en Bretagne. Décarbonation de l'industrie. Alors, les sujets de transition, notamment environnementale, c'est un peu un fil rouge de nos plateaux ici à West Industrie, tellement le sujet est prégnant et important et préoccupant pour les chefs d'entreprise. En tout cas, je l'espère, vous allez nous confirmer dans quelques instants si oui ou non, les chefs d'entreprise viennent vous voir nombreux pour entreprendre la décarbonation de leur process ou de leur service. Où on en est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la trajectoire de décarbonation? Alors, déjà, en grande valeur, l'industrie en France, c'est un petit 20%, 17% des émissions de la France. C'est un beau morceau. On est derrière les transports, derrière le bâtiment, mais ça reste un très gros morceau. Après, il y a une particularité qui est notable, c'est l'hyperconcentration des émissions. C'est-à-dire que les 50 plus gros sites industriels en France émettent 50% des émissions de l'industrie, des 50% des 17%. Alors que ce ne sont que 10% des emplois industriels en grande masse. Et si on prend de l'autre côté, l'industrie dite diffuse, c'est 95% des emplois, et ça n'est que 30%. Donc vous voyez, il y a à la fois des sujets, encore une fois, techno, d'hyperconcentration des émissions avec effectivement une poignée de sites fortement émissifs et à l'autre bout, plein d'entreprises qui ont effectivement chacune également leur part à jouer, mais avec des enjeux qui ne sont évidemment pas les mêmes. L'industrie s'est saisie de ce sujet depuis pas mal d'années maintenant. On a déjà bien avancé en quelques années. Oui. On a des statistiques précises et ce que l'on mesure en direct à l'ADEME ou via des organismes partenaires, c'est que depuis en gros les années 90, l'industrie a diminué d'environ 40% ses émissions. Alors, pour de bonnes et de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de cette baisse qui est malheureusement liée à de la désindustrialisation, donc ça c'est clairement les mauvaises raisons. Voilà. Et puis les bonnes, c'est plutôt effectivement des entreprises qui se sont emparées du sujet, qui aussi, soyons honnêtes, ont tout simplement appliqué de nouvelles réglementations qui les ont plus qu'encouragés à baisser leurs émissions. Et voilà, c'est un tiers de désindustrialisation, 2 tiers d'efficacité et d'engagement de l'industrie. Bon, pour autant, ok, la courbe est baissière et c'est très bien. Il reste encore un gros effort à fournir. L'État français s'est doté d'une stratégie nationale bas carbone qui vient finalement traduire très concrètement son engagement dans les accords de Paris, ainsi de suite, pour atteindre une neutralité carbone en 2050. Cette atteinte de cet objectif de neutralité se décline finalement par grands secteurs. Je citais tout à l'heure le transport, le bâtiment, ainsi de suite, et donc évidemment pour le secteur industriel. Et donc là, cet engagement, il se traduit par un taux de baisse extrêmement ambitieux. Il faut en gros que l'industrie ait baissé ses émissions de 55% en 2030 par rapport à la situation de 2015. Auquel cas, il faut quasiment qu'elle diminue encore de moitié par rapport à ce premier effort depuis les années 90. Donc la pente est là, mais la pente doit se raidir encore un petit peu. Voilà, donc les efforts sont encore considérables. Je reprends le chiffre que vous nous donniez tout à l'heure, 50 sites industriels en France qui produisent la moitié de l'empreinte carbone, l'impact carbone de l'industrie. C'est un chiffre intéressant, mais qui peut être aussi démobilisant pour les chefs d'entreprise qui sont présents sur ce salon, par exemple, ou les patrons de PME, de PMI ici en Bretagne, qui se disent
Moi, si je fais des gros efforts dans mon entreprise à ma petite échelle à moi, ça va me coûter très cher. Ça ne se verra pas du tout dans la balance globale. Il faut évidemment pas céder à ce discours-là. Alors, Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? surtout Ça vaut le coup, il faut y aller. Mais alors, bien sûr, alors d'une, surtout pas évidemment. Il ne faut pas se dire les plus gros vont faire ma place. Ouais. Deux, ces plus gros sont des producteurs d'acier, qui sont des producteurs de ciment. Bah, c'est autant de fournisseurs de l'industrie. Donc, c'est aussi des émissions indirectes d'une entreprise que d'acheter de l'acier très carboné, du ciment très carboné. Ouais. Donc voilà, c'est complètement cohérent de s'attaquer à la fois à ces très grosses émissions et aussi, en tant que plus petit émetteur de CO2, s'attaquer à ses propres émissions, parce que s'attaquer à ces émissions de CO2, c'est aussi s'attaquer éventuellement à des dépenses un peu inconsidérées, de la chaleur que l'on perd, des fuites de ceci, des fuites de cela, et globalement s'attaquer encore une fois à décarboner son activité, c'est commencer par savoir ce que l'on émet et mettre le doigt sur autant de sources de gaspillage et donc d'amélioration dans un premier temps déjà. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, on va revenir dans un instant. Effectivement, c'est qu'il y a un enjeu pas seulement environnemental, mais il y a aussi un enjeu économique et business à ce sujet-là. On y revient tout à l'heure. Mais je poursuis le fil. Je suis un chef d'entreprise, patron d'industrie ici en Bretagne. Je suis motivé à l'idée de m'engager dans la décarbonation. Et merci. Je vais venir vous voir, mais je suis face à une montagne. Par quel bout je prends le sujet? Comment je commence? Est-ce que j'ai la certitude que ça ne va pas me coûter, que ça ne va pas nécessiter des investissements hors de propos? On va reprendre le fil. D'accord. Première étape. Oui. S'il vous plaît, Première étape, comment on commence le sujet? Oui, bien sûr. Première étape, c'est sans aucun doute de se rapprocher d'interlocuteurs naturels. Je pense notamment au réseau consulaire. Je pense notamment à des unions professionnelles qui sont présentes dans le quotidien des chefs d'entreprise. On a reçu sur ce plateau les conseillers, comment s'appelle-t-il? Conseillers transition environnementale des CTI, un réseau, voilà. Donc voilà, ça c'est autant déjà d'acteurs, encore une fois, préidentifiés, compétents, de proximité, qui sont mobilisables pour répondre à cette première question-là. À votre avis, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je fais? Voilà. Et donc, ces personnes-là, alors, peuvent déjà apporter, dans bien des cas, un premier niveau d'information pour défricher un petit peu le sujet, les premiers éléments de réponse, et derrière, vont orienter vers des dispositifs parfaitement adaptés en fonction du niveau de maturité et de la complexité de la question. Et derrière, très franchement, on me dit souvent trop de possibilités, trop d'offres, mais moi je retourne plutôt l'argument en disant non, il y a effectivement énormément d'offres, et ce qui vous permet de trouver la bonne pointure, le bon niveau de complexité en fonction de votre maturité et du niveau de votre demande également. Alors l'état des lieux, ça prend la forme d'un bilan carbone, d'un diagnostic. Voilà. Il y a un moment, il faut faire un audit. Le premier pas, c'est de savoir de quoi on parle, d'où est-ce qu'on part, et donc voilà, de récolter un certain nombre de données qui permettent de s'évaluer, de savoir où on en est de ces consos d'énergie fossile, de ces consos d'intrants plus ou moins carbonés, ainsi de suite, de mettre à plat tout ça, ce qu'on fait souvent assez peu ou seulement via les factures, et encore, c'est pas suffisant. Et ça va plus loin que ça. Et donc essayer d'identifier tout ça, parce que sortir des tableaux et des histogrammes dans Excel, c'est intéressant, mais si on n'en fait rien, ça en reste là. Et donc l'idée bien évidemment derrière, c'est de ressortir les points forts et justement hiérarchiser ensuite un plan d'action. Si on ne réagit pas en essayant de s'améliorer, encore une fois, tout ce travail d'audit ne sert à rien. À part peut-être avoir répondu à une question d'un donneur d'ordre ou de l'administration, mais ça en reste là, et c'est vraiment trop dommage de ne pas en faire un document structurant et qui vient ensuite éclairer la stratégie de l'entreprise. Document qui permet d'avoir une vision 360, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser bien sûr au process, au fonctionnement propre de l'entreprise, mais aussi à ses achats, à sa supply chain, donc ce qui va se passer après. C'est vraiment la vision globale du bilan gaz à effet de serre, et qui est vraiment un outil très complet. Et encore une fois, il ne se suffit pas lui-même. Donc un bilan gaz à effet de serre, il se traduit forcément déjà dans une amorce de plan d'action.
comment vous allez pouvoir vous améliorer et comment vous devez prioriser les choses pour avoir un effet levier le plus efficace. Tout ça, bien évidemment, croisé avec des aspects de faisabilité technique. Est-ce que ça ne va pas trop perturber votre métier habituel, vos moyens de production? Est-ce que financièrement aussi, il ne faut pas mettre une brique d'abord qui va vous permettre de dégager un petit peu d'économie qui vous permettront de financer la brique ensuite et ainsi de suite. Ce plan d'action, il passera nécessairement à un moment par des investissements importants, c'est-à-dire des remplacements de machines, des remplacements de sources d'énergie, ou alors on peut progresser déjà en changeant les comportements, en optimisant des fonctionnements, des flux. Clairement les deux. Enfin, clairement, on dit souvent, alors il est très, très large, mais que déjà connaître ses consommations d'énergie, c'est par réflexe derrière générer 5-10 points d'économie juste parce qu'on se rend compte que il reste un talon de consommation hyper élevé la nuit ou le week-end. C'est quand même étrange. Alors que les fermées sont terminées, sont fermées. Bon bah oui, là il suffit entre guillemets juste d'avoir le réflexe au moins le vendredi soir de couper un certain nombre de circuits et les économies sont directes. Et ça c'est pas d'investissement. Bon, après on peut passer par l'automatisation de ce genre de choses et puis ensuite effectivement d'aller pas par pas avoir idéalement une démarche un peu en entonnoir, c'est-à-dire faire identifier tous les leviers de sobriété, de bonne maîtrise pour juste besoin d'énergie, puis ensuite aller dans des sujets de plus en plus complexes, certes, de récupération de chaleur fatale, de se brancher à un réseau de chaleur existant sur une zone d'activité ou à l'échelle d'une collectivité, aller réfléchir à, pour finir, changer sa chaudière pour une chaudière biomasse ou une chaudière électrique, que sais-je. Voilà, l'idée étant, en tout cas s'agissant de décarbonation, effectivement, d'essayer avant tout de se détacher des énergies fossiles qui sont pas forcément les plus chères, mais qui sont les plus impactantes, bien évidemment. Elles sont malheureusement pas forcément les plus chères, on y reviendra tout à l'heure. Pour tout ça, donc, vous avez parlé tout à l'heure d'acteurs comme les CCI qui peuvent accompagner les entreprises, au moins dans leurs premiers pas. Là, il faudra à un moment ou à un autre en passer par des bureaux d'études, des spécialistes du sujet. Ouais, complètement. Ça, c'est nécessaire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir engager de l'argent. Ouais. Une étude, un audit, ça coûte un petit peu d'argent. Et, évidemment, des investissements industriels également. Les aides, elles existent. Alors, elles sont mobilisables facilement aujourd'hui. Oui. De quelle manière l'ADEME, là, pour le coup, les aides existent. Alors, pour le coup, pour un grand nombre, en tout cas sur ce sujet-là, piloté par l'ADEME, donc on va retrouver de la même façon des aides à la fois en phase je mûris mon projet et j'en mesure la faisabilité. Donc là, on essaie nous effectivement d'aider des étapes de faisabilité sur la chaleur renouvelable, sur la décarbonation, sur l'incorporation de plastique recyclé, sur les analyses de cycle de vie, l'éco-conception, donc vraiment plein de sujets qui permettent de se décarboner, soit en direct, soit via ses achats ou sa production. Voilà, donc ça c'est des aides, des prestations de bureaux d'études qui sont aidables par l'ADEME à minima à 50% et plus selon la taille de l'entreprise. Et puis ensuite en phase d'investissement, voilà, de la même façon. Clairement, plus on va sur des demandes d'aide qui sont élevées et sur des projets complexes, plus malheureusement et heureusement, les demandes d'aide sont également complexes et les dossiers exigeants. Mais c'est aussi parce que c'est d'autant plus d'argent de subventions publiques à aller chercher. Et donc, il faut bien que nous en maîtrisions l'efficacité. Mais pour autant, voilà, de la même façon, tant sur la partie incorporation de matériaux recyclés, investissements liés à des projets d'éco-conception. Ça, c'est pour la partie, on va dire, matière et intrants, donc les émissions indirectes de carbone, que sur les émissions directes. Donc là, je pense notamment au fonds chaleur de l'ADEME, sur tout ce qui est chaleur renouvelable, puis les outils de décarbonation que l'ADEME gère dans le cadre de France 2030. De la même façon, on a plein de possibilités avec des appels à projets, des systèmes au fil de l'eau. Donc, en gros, on peut déposer son dossier. Des aides permanentes. Des aides permanentes au fil de l'eau et avec des moyens
pour lesquels on a une bonne visibilité pluriannuelle. Alors, ce que j'entends, c'est que les aides sont ciblées. C'est-à-dire, vous Oui. avez parlé d'éco-conception, économie circulaire, une grande famille, Oui, tout à fait. et puis aide au remplacement des énergies fossiles. La substitution des énergies fossiles, c'est la deuxième grande famille. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des sujets quand même qui ne sont pas prévus dans le dispositif, du moins ADEME. Et puis, la deuxième chose que vous nous avez dite, c'est que c'est quand même des dossiers. Hein. Oui, Il faut remplir des bons dossiers. Encore une fois, alors oui, on a un niveau d'exigence élevé, puisqu'encore une fois, nous n'aidons que les bons dossiers. Et par ailleurs, ce qui est très très important, je reviens là sur les aides, les études de faisabilité. Pour qu'une étude de faisabilité soit aidable par l'ADEME, il faut qu'elle soit menée par un tiers, un bureau d'études, Un expert. un X, neutre, donc non lié à un fournisseur de solutions, compétent, donc avec un certain nombre de qualifications. Et cette neutralité, elle est hyper importante parce que ce conseil doit effectivement être en mesure de regarder toutes les pistes possibles et d'aider l'industriel à faire le meilleur choix et pas le choix qui arrange un fournisseur. Donc vraiment le meilleur choix. Et encore une fois, d'un point de vue environnemental, mais aussi technique et économique, c'est vraiment important. Ces études de faisabilité doivent vraiment permettre de prendre une décision éclairée qui doit effectivement, selon les critères de l'ADEME, être compatible avec un certain nombre d'objectifs, mais qui doit également être portable techniquement et financièrement par l'entreprise, avec des notions de temps de retour et ainsi de suite. C'est hyper important. Quand on se lance dans un gros investissement industriel, on en prend, désolé pour l'expression, au moins pour 10, 15, 20 ans. Maintenant, je pense qu'il est particulièrement important de prendre les meilleurs choix possibles. Bien sûr, de faire le bon choix. Concrètement, quelles enveloppes sont aujourd'hui disponibles, fléchées vers les entreprises industrielles en Bretagne? Alors, combien vous en accompagnez aussi? Combien d'entreprises, combien de projets sont accompagnés? Alors, vous avez ces chiffres-là en tête. Dans les grandes lignes, l'an dernier, le budget de l'ADEME en Bretagne fut environ 85 millions d'euros. D'accord. Et en proportion, j'espère que je ne vais pas dire de trop grosses bêtises, mais on devait être 70% vers les entreprises, 30% vers les collectivités. Globalement, voilà, les plus gros moyens de l'ADEME à l'heure actuelle, je pense notamment aux outils, au fonds décarbonation qui nous sont confiés par l'État dans le cadre de France 2030. C'est là qu'on compte les budgets en milliards et pas en dizaines ou centaines de millions. Enfin voilà pour l'image. Alors France 2030, on peut en parler effectivement. Ce grand programme de l'État pour réindustrialiser le pays. C'est dans ce cadre-là que on trouve les leviers les plus importants et les plus significatifs aujourd'hui. Sur la partie, sur cette entrée décarbonation, c'est effectivement des dispositifs très spécifiques qui sont tous menés dans le cadre de France 2030. Donc, on a un appel d'offres grand projet industriel de décarbonation, donc qui vise justement les fameux 50 sites, là, pour faire vite, mais c'est vraiment ceux-là. Le site qui est plus impactant. Voilà, un appel à projet qui s'appelle Décarb Inde, qui est sur pour déjà des sites conséquents. Et puis, on vient tout juste là de réouvrir le petit frère, mais qui va être particulièrement attendu, je pense, dans l'Ouest, qui est Décarb Flash et qui est activable dès 100 000 euros de dépenses. Donc là, on est sur des budgets qui permettent d'amorcer des choses déjà très intéressantes, même à l'échelle d'une TPE, pourquoi pas. Alors ça, c'est une affaire à suivre de près, complètement. Parce qu'il va y avoir de l'actualité bientôt. On va rouvrir des enveloppes avec appel à projet à la clé. Ce que j'apprécie, Stéphane Lecoin, chargé de mission décarbonation de l'industrie à l'ADEME, c'est qu'on illustre notre propos à travers des exemples. Y a-t-il dans les entreprises que vous avez accompagnées récemment des exemples emblématiques, intéressants de cette démarche de décarbonation en Bretagne? Alors oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a, soyons clairs, on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir pour un sujet. On les accompagne et puis pour X raisons, non pas que ça se passe mal, en général, plutôt ça se passe plutôt très bien d'ailleurs, mais on ne les revoit plus forcément auparavant des années. Et puis on a de plus en plus d'entreprises qui se lancent, qui passent effectivement par cette première phase de connaissance,
qui traduisent leur bilan gaz à effet de serre vraiment en plan pluriannuel d'amélioration, alors via une méthodologie promue par l'ADEME qui s'appelle Acte pas à pas, mais voilà, qui permet encore une fois de transformer un bilan gaz à effet de serre en vraiment un document stratégique pluriannuel et très engageant. Là, on ne parle pas d'entreprise de 5000 personnes. Hein. Non. On va parler de complètement. Là, je parle de petites ou moyennes entreprises bretonnes. Absolument. Oui, Okay. Complètement. Et puis derrière, forcément que ça engage dans des choses, dans plein de projets. Donc, je peux prendre deux exemples, je pense, qui illustrent bien les choses. Une entreprise finistérienne que je vais nommer parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas la nommer, l'entreprise Cadio, qui produit des portails et des clôtures pour les maisons individuelles, qui est venue nous voir la première fois pour vraiment une problématique autour de sa production de déchets. Elle était très embêtée, elle faisait plein d'efforts sur plein de choses, mais elle avait ces bons sangs de déchets, notamment issus de sa logistique, de la livraison de ses matériaux et de la livraison ensuite de ses portails, coulait là-dessous et ça l'a gêné profondément. Donc on a regardé ça ensemble et puis on les a aidés sur un premier projet qui a permis finalement d'investir dans des outils leur permettant globalement de ne plus avoir de déchets de logistique et d'avoir des emballages réutilisables finalement entre leurs fournisseurs et eux. Et puis clairement ça les a lancés dans un truc. Voilà, donc derrière, bilan gaz à effet de serre pour savoir un petit peu plus où ils allaient, d'où ils venaient, des études d'éco-conception, tout ça pour toujours améliorer la qualité environnementale de leurs produits. Et ils en sont maintenant à réfléchir aussi à pas tout à fait changer de métier, parce qu'ils continueront à produire des portails et à les vendre, mais à réorienter une partie de leur activité sur, après tout, qu'est-ce qui vous plaît dans nos portails? C'est le côté décoratif, c'est le côté protection. Bon, sur le côté décoratif, vous allez peut-être vous lasser, donc on va vous fournir des portails repersonnalisables, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment, aller au bout des choses et éviter de produire bêtement toujours la même chose pour les mêmes clients. C'est-à-dire que l'entrée dans le sujet, c'était une entrée spécifique sur une thématique bien pointue. Ouais. Ça leur a ensuite donné le goût, j'allais dire, de poursuivre sur une démarche plus globale sur un certain nombre de sujets. Et ça a même quelque part re-questionné le modèle de l'entreprise, de son offre de services et de produits. Là, ils sont vraiment dans cette situation. Vous allez dire, ok, maintenant, marche assez exemplaire. C'est quoi le coup d'après? Ouais. Comment on peut se réinventer? Ouais. Donc ça, c'est assez génial. Tout ça en se posant des questions de déchets au départ. Ouais, c'est effectivement très intéressant. Et puis ensuite, on est sur peut-être des approches un peu plus techno. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on aime bien ça aussi, la technique à l'ADEME. Ouais. Allez, deux vite fait. Idem que je voulais faire quand on en avait parlé en amont, on s'était dit est-ce qu'on évoque vraiment la marque? Bon, ENAF, je n'ai pas de dessin sur ce que tout le monde présente. Voilà, au moins en Bretagne, voilà une entreprise vraiment emblématique. Alors qui s'est très tôt posé la question de ses consommations énergétiques, qui en parallèle a aussi, et ça c'est un petit peu atypique dans l'agroalimentaire, fait un travail d'éco-conception. Donc, alors pas sur les pâtés, sur les saucisses, bon, mais se posant plein de questions sur le sourcing, sur la qualité environnementale de ce qu'ils transformaient, pour essayer de trouver des leviers, bien évidemment. Et puis, toujours ce souci autour de l'énergie, de la consommation énergétique, du coût de l'énergie, qui les a amenés à se poser des questions sur réseau de chaleur, par réseau de chaleur, ainsi de suite. Mais ils sont dans un site très isolé. Je vous passe les étapes, mais en gros, voilà, grosse étude sur est-ce que du solaire thermique serait pertinent chez nous. L'étude dit oui, avec tel temps de retour, avec tel outil, tels investissements. Et là, ils en sont maintenant dans un investissement de production d'eau chaude à partir d'énergie solaire. Voilà, un beau parcours aussi. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est effectivement le parcours de ces entreprises qui commencent par un petit bout de la lorgnette et puis qui petit à petit élargissent le spectre. Est-ce que vous pouvez, Stéphane Lecoing, être rassurant auprès de nous sur l'avenir de tout ça? Il existe des aides. Il y a voilà, maintenant, nous connaissons tous le contexte des finances publiques qui sont en difficulté. Est-ce que ces systèmes d'aide vont continuer, se poursuivre, ou au contraire, est-ce qu'il faut craindre leur réduction, voire leur arrêt pour certains programmes? Alors, arrêt, non. Après,
c'est vrai que ces dernières années, en tout cas côté ADEME, on constatait plutôt des budgets en hausse. Là, on est à nouveau sur une stagnation, voire une légère baisse sur la partie déchets économie circulaire. Pour autant, voilà, on a largement fait la preuve de capacité à gérer justement ces fonds pour financer des projets efficaces. On regarde vraiment l'efficacité à la tonne de déchets évités, à la tonne de CO2 évité. Enfin, on pousse très très loin les analyses. Donc voilà, on a plutôt la confiance, notamment de nos ministères de tutelle. Donc voilà, a priori, pas de perspective particulièrement tragique. Je vous parlais tout à l'heure également du fait qu'on était opérateur du côté France 2030 et dans le cadre de France Relance, où là, on a de la visibilité au moins jusqu'en 2027. Donc rassuré, il faut y aller. Il y va bien sûr de l'enjeu environnemental, mais aussi de l'enjeu économique, on le disait, c'est-à-dire être une entreprise optimisée, plus compétitive, capable de répondre aussi aux appels d'offres des collectivités. Clairement, ou des c'est grands évident. groupes qui C'est demandent évident. aujourd'hui Absolument. des engagements environnementaux. Il y a cette double composante. À la fois être en mesure effectivement de répondre à la question bête, quel est le contenu carbone de ce que vous nous fournissez, pour répondre, comme vous le disiez, à un appel d'offres, pour répondre aux demandes de tel metteur sur le marché, telle ou telle relation B2B. Ça, c'est évident. Et puis oui, ces démarches d'optimisation, finalement, ce ne sont que des démarches d'optimisation, centrées environnement, centrées carbone, OK, mais cette optimisation, c'est bien souvent, oui, se rendre plus indépendant, plus résilient par rapport à une nouvelle explosion du prix de telle ou telle énergie, voire une pénurie de telle ou telle énergie. Donc voilà, c'est aussi se détacher de ce genre de contingences qui peuvent être absolument dramatiques pour une entreprise. Donc n'attendez pas, n'hésitez pas à sauter le pas. Merci beaucoup Sophie Lecointe, Stéphane Lecointe, ADEME Bretagne, qui sera votre interlocuteur donc pour tout ce qui concerne les aides à la décarbonation de l'industrie. Merci beaucoup, bonne journée et bon salon.